Oui, alors mon parcours n'est pas très original. J'ai eu la chance de faire une coopération civile. Donc j'étais autrefois le service militaire à Beyrouth entre 2002 et 2004, à l'époque où le Liban était occupé encore par la Syrie, ce qui m'a permis d'apprendre l'arabe, de voyager pas mal déjà beaucoup en Syrie et surtout de me passionner pour mon futur sujet de thèse qui sera le voyage de Maaloula en Syrie, thèse que j'ai soutenue sur la pratique des études en 2009. Voilà. Et actuellement je suis professeur de géopolitique et je suis chercheur associé à l'université François Rabelais de Tours. Et je m'intéresse à la situation syrienne au quotidien. Alors, on va peut-être pas remonter à l'histoire ancienne de la Syrie, mais peut-être pour ceux qui vous lisent et ceux qui vous écoutent, il faut voir que la Syrie est quand même un pays à part au Moyen-Orient, du fait peut-être de son manque d'homogénéité. C'est peut-être le pays qui manque le plus d'homogénéité confessionnelle ou ethnique. C'est une véritable mosaïque. C'est une véritable mosaïque confessionnelle qui repose sur des équilibres extrêmement fragiles, avec 60 à 70% de population qui est arabe sunnite, et puis une partie importante qui appartient à ce qu'on appelle les minorités elles-mêmes, qui ne sont pas forcément d'ailleurs qui ne se ressemblent pas beaucoup, avec les Alaouites évidemment en premier lieu, à peu près 2 millions, les Druzes, qui est une composante très intéressante dans la mesure où on retrouve cette communauté également au Liban et en Israël, les Kurdes évidemment, on parle d'eux en ce moment, et les différentes églises chrétiennes qui sont elles réparties de manière tout à fait dispersée sur l'ensemble du territoire syrien. Donc ce pays, du point de vue de ses composantes sociologiques, effectivement présente une véritable mosaïque professionnelle, mais même du point de vue géographique, c'est quand même un pays qui a été dessiné, il faut bien dire, par les autorités mandataires coloniales, françaises notamment. C'est le résultat de tractations entre les Anglais et les Français, ce qu'on a appelé un peu abusivement les accords Sykes-Picot, parce qu'en réalité les accords Sykes-Picot tels qu'ils avaient été décidés n'ont pas été traduits sur le terrain. Les limites actuelles de l'Irak et de la Syrie ne correspondent pas aux accords Sykes-Picot, mais au-delà de cela, c'est un pays qui se retrouve être un véritable verrou géographique et stratégique dans la région. Pourquoi ? Parce qu'il est en contact au sud avec Israël, le plateau du Golan, il est en contact avec le Liban, il est en contact avec la Turquie et notamment le Kurdistan turc. Et tout cela est à la fois une menace pour le pouvoir de Damas depuis assez longtemps, mais en même temps un formidable levier dont il a su user d'ailleurs géopolitiquement. Vous voyez, si vous avez là une image d'une géopolitique en creux en fait, c'est pas une géopolitique active, mais la Syrie a toujours, depuis Hafez al-Assad, réussi à jouer de son incontournabilité en quelque sorte pour régler les problèmes dans la région et de sa capacité de nuisance surtout, à la fois au Liban ou avec les Kurdes, le PKK ou l'instrumentalisation des Druzes du Golan. La Syrie utile, c'est le résultat de 4 ans de guerre civile, c'est-à-dire une Syrie qui a perdu justement ses confins désertiques, la Badia, ses confins sunnites, c'est vrai, essentiellement peuplés de sunnites, même si, il faut bien le dire, la majorité de la population sunnite syrienne vit encore dans les zones gouvernementales. Et d'ailleurs, cette Syrie utile recoupe encore 70% de la population syrienne. 70% de la population syrienne vit encore sous l'autorité du gouvernement de Damas. Alors cette Syrie utile, elle est en gros actuellement réduite un petit peu à peau de chagrin, c'est-à-dire c'est Damas, on va prendre le point le plus au sud, Damas, peut-être Souaïda qui pour le moment n'est pas encore tombé, et puis on va remonter vers Homs, et puis bifurquer vers l'ouest sur le littoral syrien, méditerranéen, jusqu'à la Taqiya et le Jabal al-Ansari,
qui est le berceau des Alaouites et le berceau de la famille Assad. Donc voilà ce qu'est la Syrie houthite. C'est une Syrie qui économiquement concentre la majorité des activités et surtout c'est une Syrie qui a un accès à la mer. Oui, alors évidemment, assez rapidement, on a bien compris que la Syrie, le conflit syrien dépassait largement la question même syrienne et que ça a été l'occasion pour les puissances régionales, mais aussi pour les grandes puissances, de se positionner par triangulation en quelque sorte. Alors, on peut définir trois camps d'une certaine manière. Il y a un premier camp qui a juré la perte d'Assad parce que le gouvernement syrien était vu, à tort ou à raison, plutôt à raison d'ailleurs, comme un relais de l'influence iranienne dans la région, via le Hezbollah, justement, qui permet de toucher au sud Liban, d'avoir un contact direct avec Israël, un front avec Israël. Alors, ce premier groupe-là, assez étonnamment, on va retrouver Israël, évidemment, et les pétromonarchies du Golfe, notamment et essentiellement d'ailleurs l'Arabie Saoudite et le Qatar. La Turquie pourrait être ajoutée à ce groupe, mais pas tellement pour les raisons de l'influence iranienne, mais tout simplement pour la question kurde qui est essentielle aux yeux des Turcs. Voilà, donc on a un premier groupe, Turquie, Qatar, Arabie Saoudite, Israël, sachant qu'il n'y a pas de coordination formelle évidemment entre les quatre, pas toujours du moins. On a eu au printemps dernier une coordination réelle entre Arabie Saoudite, Qatar et Turquie dans l'affaire de la prise de Idlib notamment. On a bien vu que les brigades qui étaient financées, alors là aussi il faut arrêter avec les fables qui consistent à dire que ce sont des donateurs privés et que les États n'ont pas de responsabilité dans le soutien officiel à des brigades dont on parlera peut-être comme Al-Sham, le Front islamique ou même Jabhat al-Nusra. Ces pays-là ont joué, comme d'ailleurs un grand classique depuis assez longtemps, joué l'exportation du terrorisme comme outil de politique étrangère. Et même si c'est évidemment un argument du gouvernement syrien qui consiste à dire que c'est un complot de l'étranger, on ne peut pas non plus totalement retirer cet aspect dans la rébellion syrienne d'une instrumentalisation par l'extérieur. Ça c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, eh bien, c'est le groupe qui va plutôt soutenir directement le gouvernement de Bachar al-Assad, avec en premier lieu évidemment l'Iran qui a accordé dès les débuts son soutien, et son soutien notamment financier. L'aide iranienne est d'abord et principalement économique. Elle a permis de tenir l'économie syrienne à bout de bras par l'ouverture de lignes de crédit tout à fait importantes. Elle a un deuxième aspect qui est une aide technique militaire avec sans trahir de secret, l'envoi de conseillers militaires et notamment des gardiens de la Révolution qui ont organisé, notamment dès 2012, ce qu'on a appelé les forces de défense nationale, c'est-à-dire des milices d'autodéfense de villages ou de villes, sur le modèle en fait des Basiji iraniens. Dans ce camp, on va trouver également la Russie, mais une Russie qui agit beaucoup moins directement, mais qui elle agit de par d'ailleurs sa position d'abord de membre du Conseil de sécurité de l'ONU et qui a bloqué systématiquement toutes les résolutions concernant la Syrie et notamment empêché une intervention étrangère, une intervention internationale, en tout cas sous le commandement de l'ONU. Elle assure également, bien évidemment, la fourniture de matériel militaire en vertu, encore une fois, ce que disent les Russes, de contrats passés bien avant le déclenchement du conflit, et ce qui permet à l'armée syrienne d'avoir des pièces de rechange, évidemment.
Elle a toujours d'ailleurs un port à Tartous, la Russie, donc il ne faut pas non plus surestimer l'importance, mais elle a des positions assez fortes dans la région. Au-delà de cela, j'aurais envie de dire que au niveau international, si on regarde bien les votes des dernières années, à l'Assemblée générale des Nations Unies notamment, eh bien, on s'aperçoit que beaucoup de pays émergents ont été en soutien du gouvernement syrien du point de vue diplomatique. Parce que la question du conflit syrien a posé celle de l'ingérence occidentale, elle a posé celle d'un nouveau monde aussi, d'un nouvel ordre international. On voit très bien que les États-Unis ne sont plus l'hyperpuissance qu'ils étaient, qu'ils n'ont plus, notamment depuis la présidence Obama, l'envie d'être les gendarmes du monde. Et on a vu des pays, c'est assez étonnant, comme le Brésil ou l'Argentine, la Chine bien évidemment, ou l'Inde, avoir des positions assez mesurées, mitigées, ou carrément hostiles à ce qu'on appelle, ce que les Russes appellent l'occidentalisme, c'est-à-dire une politique étrangère menée par des valeurs, la démocratie ou l'ingérence dont en fait les épisodes irakiens ont un petit peu ruiné la crédibilité. Enfin, il y a un troisième groupe de pays, et ça va être plutôt les États-Unis et la France et la Grande-Bretagne. Les autres pays de l'Union européenne étant plutôt suiveurs dans l'affaire, qui, alors là, moi je dirais, c'est la moins cohérente des politiques. Les deux autres camps que je comprends tout à fait les intérêts qu'ils avaient à s'ingérer dans le conflit. Là, sur la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, on ne peut que constater une sorte d'incohérence, voire d'impuissance de ces politiques, avec une France notamment qui a été très très en pointe sur ce dossier, notamment en fermant son ambassade dès mars 2012, en demandant à chaque fois des choses que même les États-Unis ne demandaient pas forcément, en critiquant et en empêchant d'ailleurs la présence de l'Iran lors des conférences de Genève 1 et Genève 2. Voilà, donc une politique occidentale qui est en quelque sorte en plein bouleversement, et dont visiblement certains, et notamment en France, n'ont pas compris que l'ordre du monde avait un peu changé, que la puissance était limitée et qu'on ne pouvait plus faire comme avant. Voilà les trois camps que je dirais. Non, je pense qu'Israël, dès les débuts du conflit, on a bien vu, était une position tout à fait attentiste. Évidemment parce que l'alternative qui s'offrait à Israël était quand même absolument pas désirable. D'un côté, effectivement, maintenir un gouvernement qui, de toute façon, et ça fait partie de la, si vous voulez, du discours officiel du régime syrien depuis 40 ans, se fixe, s'assigne comme objectif d'aider les Palestiniens, de soutenir la Palestine et de lutter contre l'entité sioniste, comme on dit, même si, bien évidemment, je crois qu'on peut considérer que l'État syrien a été le meilleur ennemi d'Israël depuis 40 ans, c'est-à-dire en ne faisant rien et en sachant rabaisser ses exigences dès qu'il le fallait. Mais l'autre alternative, c'est quand même d'avoir les djihadistes à Damas, ou multiples groupes. Voilà. Donc ça, c'était plutôt la position des groupes. Puis les Israéliens ont été forcés de sortir du bois, et assez étonnamment, ils sont sortis quand même du bois depuis un an, et très clairement, en soutenant, en soignant, en encourageant, en indiquant même certaines positions dans les Syriens à Al-Qaïda. Tout simplement, au fond, à Jabhat al-Nusra, qui est l'émanation d'Al-Qaïda en Syrie, et qui, au sud de la Syrie, a bénéficié d'un soutien, certes modéré, mais d'un soutien réel quand même, et avéré de la part d'Israël. Bon.
après, chacun joue sa carte. Je crois on est bien d'accord qu'on est en Orient et que Machiavel, plus qu'ailleurs, peut-être dans cet Orient compliqué, est aussi le livre de chevet de la plupart des dirigeants. Et voilà, voilà pour Israël. Actuellement, il y a quand même une convergence de vues quand même entre Israël et les pétromonarchies. On l'a vu sur la question iranienne. Et on comprend bien pourquoi. Bon alors là je passerai assez vite si vous voulez, il y a énormément d'indicateurs et on a quand même une tradition orientaliste en France bon, à laquelle j'appartiens, mais j'étais pas le seul à dire ça effectivement dès 2011. On a quand même plusieurs universitaires à avoir tiré la sonnette d'alarme en disant attendez, ça va pas se passer forcément comme ça. D'abord parce que si on reprend la composition sociologique de la population syrienne, il était évident que les minorités se mettraient immédiatement sous la coupe du gouvernement syrien et ils se rallieraient, bon an, mal an, au gouvernement syrien. D'autre part, l'aspect géographique même de la région faisait que c'était quand même très risqué de la part des grandes puissances de faire exploser la mosaïque syrienne parce que alors ça annonçait des conflits à répétition et des conflits extrêmement divers, la question kurde, la question des chrétiens, la question des minorités, etc. Donc je voulais pas croire que ça pouvait arriver, ni même que personne ne souhaitait cette chute rapide. En plus, et là on rajoute cela, et moi j'y ai été confronté, je les ai rencontrés, j'ai débattu avec eux, quand on voyait les remplacements, c'était la question du plan B, c'est-à-dire qu'on n'avait personne pour les remplacer, et quand on voyait ce qu'étaient les opposants, et ce que sont d'ailleurs toujours les opposants syriens à l'étranger, pris dans leurs luttes intestines de pouvoir, manipulés les uns par tel ou tel pays, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la France, les États-Unis, on voyait mal comment ces gens-là pouvaient même pouvoir jouir un jour d'une légitimité, d'une reconnaissance populaire, eux qui avaient quitté la Syrie depuis 30 ans. Donc dans ce scénario, c'est une énorme erreur du Quai d'Orsay, à la fois sous la Juppé et puis sous Fabius. Une erreur d'appréciation, mais qui est une forme d'aveuglement idéologique, parce que, encore une fois, je crois que beaucoup d'experts avaient prévenu, avaient tiré la sonnette d'alarme. Ils avaient dit, bon, ok, c'est un objectif, la chute de Bachar el-Assad, peut-être, mais il faut prendre les moyens. Or, les moyens n'étaient pas pris, et surtout, c'était quelque chose d'assez irréaliste. Alors, bon, sur l'armée syrienne libre, je crois qu'on a, dès les débuts, surestimé le poids de cette organisation qui, encore une fois, était en fait dès les débuts une espèce de franchise que divers groupes avaient adoptée, qui ne jouissait d'aucune coordination militaire, malgré la présence d'un officier en Turquie, et qui en fait assez vite s'est retrouvé phagocyté par les groupes beaucoup mieux armés, beaucoup mieux financés, qui étaient eux financés par les pays du Golfe et notamment les groupes salafistes et djihadistes. Voilà, donc cette fiction d'une armée syrienne libre a servi le discours occidental pour appuyer diverses interventions, pour appuyer des opérations comme des no-fly zones, des buffer zones sur la Syrie, mais la réalité c'est que les chancelleries savaient très bien que l'armée syrienne libre, en fait, au bout d'un moment, c'était une fiction et quelque chose dont on peut dire maintenant en 2015 que ça n'a jamais vraiment existé. Pour ce qui est de Ahrar al-Sham, bon, Ahrar al-Sham c'est typiquement
prototype de la brigade salafiste financée par des donateurs privés ou par des circuits qui passaient parfois par le Koweït mais directement par l'Arabie Saoudite. Pour ce qui est de Jabhat al-Nusra, c'est clairement une émanation d'Al-Qaïda et un mouvement qui a été financé à ses débuts par le Qatar et soutenu par la Turquie, et qui est d'ailleurs actuellement la principale force au nord de la Syrie pour arriver à leur fin, qui est quand même la chute d'Assad. Donc actuellement, si vous voulez, la lutte contre Daesh va se faire en fait par un soutien accru à Nusra. C'est pas l'armée turque qui va aller combattre Daesh. Les Turcs comme les Occidentaux, ni personne n'enverront de troupes au sol, et c'est Nusra qui va être le supplétif de la Turquie, comme il l'est déjà d'une certaine manière le supplétif des Occidentaux, car la prise de Idlib au printemps dernier a été célébrée comme une victoire à la fois contre Daesh et contre le régime d'Assad, sauf que dans ce Jaish el-Fatah, qui est une armée de la conquête qui a été constituée, Jabhat al-Nusra est dominant. Et je suis un peu étonné de voir les rédactions occidentales, parisiennes, se réjouir des succès en fait, d'une émanation d'Al-Qaïda. Mais je crois que c'est encore une fois la réelle politique mal entendue de la région qui amène à considérer que finalement, devant les horreurs et les atrocités de Daesh, eh bien, les rebelles modérés, c'est pas l'armée syrienne, c'est Jabhat al-Nusra et Al-Qaïda. Même si Al-Qaïda, en fait, même si elle ne médiatise pas du tout ses exploits, pratique exactement la même politique que Daesh, exécution capitale, décapitation, amputation, etc. Le dernier groupe, Daesh. Alors Daesh, c'est, je crois, là aussi, on a beaucoup entendu, c'est une création du régime syrien, des services spéciaux qui sont absolument angéliques. On voit très bien comment les services secrets peuvent manipuler les mouvements terroristes. Et d'ailleurs, ça n'est pas que l'apanage du régime syrien. Je crois qu'il faudrait aussi que les Occidentaux, les Français, les États-Unis retrouvent un peu la mémoire et voient comment ils ont instrumentalisé le terrorisme à condition que ça ne touche pas leur population. Mais plus fondamentalement, Daesh, pour être sérieux, c'est quand même le résultat de l'invasion américaine en 2003 et de cette détestable décision inspirée par Paul Bremer qui a été de liquider l'appareil politico-militaire irakien. La vraie naissance, la vraie genèse de Daesh, ou en tout cas de l'État islamique, c'est ça, et c'est tout. Il ne faut pas nous raconter l'histoire et après expliquer que le régime d'Assad ne combat pas Daesh, c'est faux. En tout cas, l'inverse est vrai. Daesh a suffisamment exécuté de soldats syriens pour que ce genre de fable ne soit pas décliné sur toutes les ondes à longueur de temps, y compris par des ministres des Affaires étrangères français ou occidentaux. Voilà, donc Daesh se nourrit d'un sentiment d'injustice, certes. Les Américains ne se sont peut-être pas rendus compte en attaquant l'Irak et en renversant Saddam Hussein, ils ont offert sur un plateau aux chiites d'Irak le pouvoir. Et donc c'est un mélange de djihadisme, de nationalisme sunnite, en quelque sorte, qui est le carburant de ce mouvement terroriste. Dont s'accommodent d'ailleurs pas mal les pays de la région, puisque ça permet de compenser l'influence iranienne en Irak. Et il est sûr que la coalition internationale qui depuis un an tente de venir à bout de Daesh est absolument inefficace parce que dans ses membres, dans cette coalition, on retrouve des pays qui n'ont aucun intérêt à ce que Daesh soit affaibli au point que ça puisse être les milices iraniennes, les milices chiites financées par l'Iran qui prennent le dessus en Irak. Au point que ça puisse être les milices iraniennes, les milices chiites financées par l'Iran qui prennent le dessus en Irak. Juste pour revenir sur Hachem, qu'est-ce que vous disiez, c'était des salafistes, quelle est la différence ou les différences avec Jabhat al-Nusra? Est-ce qu'ils ont été financés par l'Arabie Saoudite ou par d'autres pays?
Oui, alors Cham a été financé par l'Arabie Saoudite, bien entendu, oui, ce sont des salafistes, puisque alors, traditionnellement les Saoudiens oui, financent les salafistes, alors les salafistes djihadistes, hein, en fait, hein, ce sont aussi des combattants, c'est pas des salafistes quiétistes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'idéologie générale de la rébellion en Syrie, quelles que soient les brigades, que ce soit Cham, que ce soit de Nosra ou de Daesh, ça n'est pas les idéaux de la Révolution française ni de l'homme qui les anime. C'est le wahhabisme, c'est une conception fondamentaliste de l'islam, et ça, ils l'ont en partage. Alors après, sur le terrain, ils ont pas les mêmes objectifs, il y a des luttes de pouvoir, etc. Mais c'est le wahhabisme, à la base, évidemment, qui est la matrice idéologique de tous ces mouvements. Écoutez, je pense déjà qu'il ne l'est pas. Je ne vois pas qu'il soit indépendant du bon vouloir, surtout de Téhéran. La preuve en est la déclaration dimanche dernier du président Assad qui consiste à dire nous devons abandonner des parties du territoire, on ne peut pas continuer à les défendre et on doit se replier sur une Syrie. L'armée syrienne jusqu'en 2014 a tenté d'essayer d'occuper le terrain. L'armée syrienne était engagée sur 70 fronts à la fois. Le problème, c'est que ça se faisait dans ce que j'appellerais une stratégie du fortin colonial, vous savez, type Dien Bien Phu, c'est-à-dire vous installez, vous gardez des garnisons, des postes dans des régions qui sont hostiles, sauf que cette stratégie a mené à l'échec, puisque petit à petit, ces garnisons étaient entourées et finalement prises et les soldats exécutés. Et je crois que c'est même sûr, et Téhéran qui finance et qui aussi mène une partie de la stratégie militaire en Syrie, a su convaincre Damas que maintenant la question était plus de préserver cet axe absolument vital de la Syrie utile, mais surtout cet axe qui fait Damas-Beyrouth-Tyr, parce que c'est ça les intérêts iraniens. Les intérêts iraniens, ils sont pas à Raqqa, ils sont même pas à Alep à mon avis, ils sont sûrement pas à Saké, ils sont même pas à Souaïda, ils sont sur cette espèce de continuum territorial qui permet à l'Iran de pouvoir avoir un front commun avec Israël via le Hezbollah. Donc oui, cette dépendance, de toute façon, elle est acquise et je ne vois pas comment à terme elle ne pourra pas être différente. La crise est... Vous savez, le problème, c'est que ça fait 4 ans qu'à chaque fois, enfin tous les 6 mois, on nous dit ça y est, il va tomber, là c'est vraiment sans issue. C'est assez étonnant, cette résilience. Alors évidemment, ça se fait au prix d'une consommation de ressources humaines, économiques absolument gigantesque. Mais je ne crois pas que la situation actuelle soit absolument désespérée. Parce qu'il y a toujours les acteurs extérieurs, encore une fois, le conflit est régional, mais il est devenu quelque chose d'assez mondial. Les acteurs étrangers se bloquent ou se neutralisent les uns les autres. Par conséquent, je pense que même si la situation militaire depuis la chute d'Idlib, la prise de Palmyre, peuvent nous permettre de penser que vraiment c'est pas la peine de compter sur le gouvernement de Damas, étonnamment, on a des pays comme la Tunisie qui va vendredi annoncer la reprise, même s'ils ne veulent pas l'avouer, de relations diplomatiques officielles avec la Syrie. Il y a l'Égypte. Ça c'est un scoop, mais d'ici quelques semaines on va avoir sans doute un bureau de représentation, voire un consulat qui va s'ouvrir à Damas. Les États-Unis, là aussi je crois que ce sera, je ne veux pas être un prophète, mais je pense qu'on va avoir des surprises dans les mois qui viennent. Les États-Unis vont sans doute aussi réouvrir un bureau de représentation ou ouvrir des canaux.
il y en a déjà. Il ne faut pas oublier que quand la coalition internationale et quand les avions américains notamment bombardent Daesh en Syrie, aucun expert militaire ne doute que ça se fasse sans coopération avec l'armée de l'air syrienne. On n'a jamais vu deux chasses aériennes dans le même espace aérien opérer sans que l'une prévienne l'autre. C'est pas possible, c'est même pas une question de souveraineté, c'est une question de pratique pour éviter de se tirer dessus. Voilà. Il y a effectivement du côté français un certain nombre de députés de l'opposition, encore un récemment qui s'est rendu à Damas. Encore une fois, il ne faut pas non plus surévaluer ce genre de voyage, dans la mesure où la politique étrangère est l'apanage de l'exécutif en France, c'est pas l'apanage du gouvernement. Mais il y a des demandes dans ce sens. Il y a des projets russes très importants également dans le domaine gazier et pétrolier en Syrie qui ont été annoncés. Donc réhabilitation, je ne sais pas. En tout cas, il faut faire avec. Il est un personnage incontournable. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, personne en fait n'a de plan B et personne, je crois sérieusement, ne souhaite l'arrivée de Daesh ou de Jabhat el-Nusra à Damas. C'est ça l'équation, c'est ça le problème. Alors, on ne va pas aborder ici la question de savoir qui a utilisé ces armes chimiques, ni d'ailleurs les véritables raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de bombardement. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, et c'est a posteriori qu'on peut, à mon avis, éclairer la situation, et moi j'ai mon avis sur la question des armes chimiques, l'utilisation d'armes chimiques en août 2030, enfin j'ai ma petite idée on va dire, c'est a posteriori qu'on la voit. C'est-à-dire que, effectivement, qu'est-ce qui pouvait empêcher, et c'était justement au contraire une occasion formidable, les États-Unis, la France d'ailleurs qui était au taquet, qui était prête, les Rafales, les réacteurs chauffaient, ils étaient prêts à décoller. Ce n'est d'ailleurs, vous le savez sans doute, tard dans la nuit du samedi au dimanche que les États-Unis ont prévenu François Hollande que finalement il n'y aurait rien, grand dépit à la fois de nos journalistes et de nos militaires et de nos politiques. Je crois que c'est les Russes. C'est évidemment la Russie qui a joué un rôle extrêmement fort dans cette histoire. Encore une fois, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que la question des armes chimiques, si vous voulez, a déjà été utilisée. C'était un one-shot en fait. Elle a été utilisée et elle a été très mal utilisée. Elle a été totalement décrédibilisée en 2003 en Irak par les États-Unis. Et les États-Unis n'ont plus la légitimité, il faut bien comprendre ça, ils n'ont plus la légitimité, ils ont peut-être la force militaire, mais n'ont plus la légitimité suffisante pour embarquer une partie du monde, ou en tout cas pour être capable de faire taire les réticences d'une partie du monde dans une aventure avec des armes chimiques dont on ne savait pas trop ce qu'il y avait. Et toute la ruse des Russes a été de présenter aux Américains cet embarras et de le transformer en quelque chose de positif, en disant bon, on ne va pas vous humilier, mais on va vous proposer de sortir par le haut de la crise en gardant la face, en vous mettant d'accord sur cet arsenal, etc. Et je crois que sur cette question de la neutralisation de l'arsenal chimique syrien, il y a un troisième pays qui a trouvé son avantage, c'est Israël. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie entretient de très bonnes relations avec Israël. Or les Israéliens finalement s'en sont bien accommodés, car cet arsenal chimique pouvait tomber entre de mauvaises mains. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on peut expliquer ce qui s'est passé. C'est très surprenant, en septembre 2013, lors de cet accord général. Pour terminer, j'aimerais parler de... Enfin, on qualifie la guerre syrienne de conflit majeur ces dernières années, avec d'énormes répercussions sur le plan international. Qu'est-ce qui, selon vous, sont les facteurs principaux qui font de ce pays, même si vous avez un petit peu répondu, mais qui font de ce pays un véritable foyer de déstabilisation régionale?
écoutez, à part sa position voilà, il y a sa position stratégique, géographique, on est revenu dessus déjà. Non, le gros danger, et ça je l'ai vu dès le début, c'est que on voit très bien dans l'histoire contemporaine récente que la constitution de zones grises, la constitution c'est-à-dire alors à la fois la constitution de zones grises et le risque d'États faillis, de failed states, sont quelque chose de tout à fait inquiétant pour l'ordre du monde. Or, depuis la fin de la guerre froide, toutes les zones grises et tous les États faillis ont été des foyers de terrorisme, de déstabilisation. Il s'agit de la Somalie pour les États faillis, il s'agit de l'Afghanistan pour les zones grises, actuellement du Sahel, etc. Et donc, de ce point de vue-là, personne n'a intérêt, personne, ni dans la région, ni à l'extérieur et même, je dirais, en Europe, n'a intérêt à ce que se maintienne ce chaos, cette situation de zone grise. La Syrie, c'est pas l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'était à des dizaines de milliers de kilomètres de l'Europe, par exemple. Actuellement, il faut 100 € pour se rendre à Istanbul par avion, ensuite faire une vingtaine d'heures de bus et passer la frontière syrienne pour aller faire le djihad en Syrie. Et revenir d'ailleurs en France après, par exemple. Et donc là, on a, je crois, un problème qui est devenu un problème de politique intérieure. La Syrie est devenue aussi un problème de politique intérieure, du fait de sa proximité et du fait de la constitution, encore une fois, d'une zone grise à laquelle personne n'a vraiment intérêt. Alors les États-Unis peut-être voient ça d'un œil beaucoup plus lointain parce que les États-Unis sont une île, ils sont très très loin de tout cela, ils pensent ne pas être affectés, mais pour l'Europe c'est un véritable danger. Et donc il vaut mieux qu'un ordre règne, aussi imparfait soit-il, que le désordre règne et que des zones grises puissent être justement comme au Sahel. Et d'ailleurs, c'est toute la contradiction de la politique française, c'est-à-dire qui réagit très bien sur le dossier malien en empêchant justement précisément la constitution d'une zone grise au nord du Mali et au-delà de tout le Sahel, pour ces raisons-là, et qui semble ne pas avoir pris la mesure de ce qui se passe en Syrie depuis 2011.